Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire de l'association Futurible International qui est consacré aujourd'hui à l'avenir de l'Europe, à l'avenir des institutions européennes pour être plus exact, et qui se tient au moment où on est dans la présidence française de l'Union européenne. Alors dès qu'on parle d'Europe, on a un certain nombre de paradoxes finalement. Quand on parle d'avenir de l'Europe, on a toujours un certain nombre de paradoxes qui se présentent à l'esprit, puisque finalement l'Union européenne existe aujourd'hui depuis maintenant 70 ans environ. Elle a donc encore une institution jeune pour une institution politique. Elle apparaît néanmoins toujours extrêmement fragile. Dès qu'une crise intervient, on a l'impression que l'Europe va s'effondrer. Et puis, dans le même temps, on a le sentiment que c'est bien à cette échelle-là que se jouent aujourd'hui un certain nombre de problématiques, un certain nombre de réponses aux grands enjeux de notre temps, que ce soit les défis ou les enjeux environnementaux, ceux également liés à la construction d'une économie peut-être plus résiliente. Donc on se retrouve à la fois dans une Europe qui apparaît à bien des égards très fragile, toujours en question, toujours menacée, et en même temps sur laquelle finalement sont fondés également beaucoup d'espoirs. Alors pour apporter un certain nombre d'éclairages sur l'avenir de l'Union européenne sans évidemment viser ou ambitionner d'épuiser le sujet, nous avons invité aujourd'hui dans ce webinaire donc Robin Degron. Robin Degron est d'abord et avant tout conseiller scientifique de l'association Futurible International. Il est également haut fonctionnaire, professeur associé à Paris 1 et docteur en géographie économique. Voilà, il a un certain nombre de compétences, notamment juridiques et géographiques, qui l'amènent peut-être à être tout désigné pour traiter des questions européennes qui, justement, méritent d'être abordées sous des angles qui peuvent être des angles à la fois différents et complémentaires. Robin, on va organiser notre discussion autour de quelques questions. La première question qui vient à l'esprit en ce début d'année 2022, c'est qu'on remarque, quand on a un regard d'abord rétrospectif, c'est que l'Union européenne est confrontée depuis quelques années à de multiples crises, que ce soit la crise financière de 2008, que ce soit le Brexit, que ce soit la crise sanitaire actuelle. Ces crises sont pour certaines d'entre elles, pour la plupart d'entre elles, des crises qui sont des crises exogènes, des crises qui viennent de l'extérieur, mais également on a un certain nombre de crises internes, qui sont des crises internes aussi violentes, comme notamment celle du Brexit. Face à ces crises, on a le sentiment que finalement l'Union européenne peut être parfois fragilisée, mais parfois aussi renforcée. Et ma première question, ça serait un peu celle-ci, ça serait de savoir si selon toi, ces crises qui secouent l'Union européenne, et notamment la crise dans laquelle nous sommes plongés aujourd'hui, ont tendance à fragiliser cette union, ou si elles ont tendance au contraire à la renforcer. Et puis la question qui vient derrière, c'est est-ce que finalement aujourd'hui nous avons, avec l'Union européenne, une architecture institutionnelle adaptée à ces crises d'aujourd'hui, et puis évidemment aussi aux crises de demain, puisque nous sommes ici à Futurible assez persuadés que les crises que nous connaissons aujourd'hui sont préfiguratrices d'un monde de crises plus fréquentes et sans doute aussi plus intenses. Merci François déjà pour ton invitation, et c'est toujours un plaisir de se retrouver ici pour parler de choses qui peuvent faire peur, mais qui en réalité font partie, je crois, de la vie de toute organisation. Des crises, on en connaît personnellement, j'allais dire des crises sanitaires, on en connaît dans une famille, on en connaît dans une nation, et puis finalement, on est toujours là quelques années plus tard, et puis on a essayé de grandir sur ces crises. Donc je crois il faut démystifier la notion de crise et dire que c'est simplement une évolution avec parfois des phases difficiles, ce que j'appellerais des crises aiguës, comme le Brexit a été une crise aiguë, comme la crise sanitaire est une crise aiguë. Et puis il y a des crises chroniques, des crises qui en fait s'inscrivent dans le temps long, et je commencerai peut-être par celle-là, et pour voir comment l'Union y réagit. Je crois qu'il faut, avant de rentrer dans un débat qui va être très centré sur l'Union européenne et les États membres, donc qui va être très interne à l'Union, il ne faut jamais perdre de vue qu'on est dans une crise de l'Occident, globalement. Et qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, l'Occident, les États-Unis, dans une certaine mesure, l'Europe sans doute, n'est plus le centre du monde. Nous sommes maintenant une partie du monde. Et ça nous change de notre histoire, parce que dans notre histoire, on a toujours été centraux.
Et la France s'est toujours sentie en particulier centrale dans cette histoire du monde. Et cette crise, en tout cas cette transition vers un monde plus multipolaire, plus équilibré, elle est ressentie par nos concitoyens. Et elle participe des crises de long terme de l'Union européenne. Et l'Union peut être une réponse à cette crise. Essayer d'être plus fort ensemble pour porter des valeurs, pour porter des projets, une économie. Et donc l'Union peut être une réponse à cela. Mais il s'inscrit dans un contexte érosif, d'une certaine façon, de notre puissance, en tout cas telle qu'on pouvait l'apercevoir encore au XIXe siècle. Et puis, il y a fait partie des crises chroniques aussi qui vont surdéterminer tout ce que je vais dire, en réalité, en réponse à ta question et celles qui suivront sans doute. On est dans une crise démocratique. On ne peut pas rester insensible en tant que citoyen, tout simplement, au fait que, voilà, d'élection en élection, et même sur des élections importantes dans le quotidien de la vie des gens, on voit une érosion des taux de participation. Et ça, c'est la première crise sur laquelle j'accrocherai, j'allais dire, la réponse à la question que tu me poses, parce qu'elle renvoie, je crois, à un problème d'organisation, de structuration des pouvoirs en Europe. J'appellerais ça une crise de souveraineté. C'est-à-dire que les électeurs, dont on dit souvent qu'ils ne sont pas assez associés, il faut faire plus de budget participatif. En fait, je pense que fondamentalement, les électeurs, citoyens, usagers du service public, ils attendent des pouvoirs publics, surtout en France, des réponses. Et quand ils n'ont pas les réponses, ils se disent finalement à quoi ça sert d'aller voter. Et en réponse à cette incompréhension, à ce malaise, il y a une vraie réponse à apporter. C'est qu'aujourd'hui, la France a décidé, pensons au référendum autour du traité de Maastricht, l'affrontement, mais l'affrontement dans le bon sens du terme, entre François Mitterrand et Philippe Séguin, la France a consenti à un démembrement d'un certain nombre de ses faisceaux de souveraineté. Il y a plusieurs théories autour de la souveraineté, mais là, pour le coup, on a une théorie qui dit que la souveraineté, c'est un faisceau de compétences, et la France a choisi, comme d'autres États membres, d'en transférer certaines au niveau communautaire, d'en garder au niveau national, éventuellement d'en décentraliser au niveau infra. Et donc, la France a perdu la maîtrise de l'ensemble des compétences qui participent de l'État, dans notre construction de l'État. On en viendra tout à l'heure à la question de l'environnement. Aujourd'hui, l'essentiel du code de l'environnement en France est d'inspiration communautaire. 90% des règles de notre droit environnemental sont communautaires. Le marché intérieur, la façon dont s'organisent nos échanges, tout ça est surdéterminé par le marché intérieur, qui est un marché communautaire. Et donc, on a délégué des faisceaux de compétences. Et puis, on en a gardé certains. La fiscalité, jusqu'à preuve du contraire, la fiscalité, pour l'essentiel, c'est une compétence encore nationale. Notre droit social, pour le coup, il est pour le coup à contre-courant du droit environnemental. Il est pour l'essentiel à 95% d'obédience nationale. Alors, ça, les gens le ressentent en disant, mais attendez, moi je voudrais une réponse globale à comment je m'adapte à la mondialisation, comment je préserve mon emploi, mon job, comment j'améliore l'environnement. Mais vers qui je me tourne ? C'est plus que l'État. C'est l'État dans un consortium d'États qu'on appelle l'Union européenne qui décide ensemble et parfois qui disent non, parfois qui disent oui, parfois qui font des compromis. Et donc on a un déséquilibre dans la gouvernance de l'Union européenne entre ce qui relève maintenant de l'Union et ce qui reste dans les États. Dit en termes savants et juridiques, on a ce qu'on appelle la législation communautaire ordinaire. On se dit, tiens, c'est la loi commune, oui. Et puis on a aussi la législation spéciale, c'est-à-dire celle qui relève de l'unanimité des États. Et en général, en législation spéciale, on n'avance pas parce que c'est difficile d'avoir l'unanimité des 27 sur un sujet donné. Et ce déséquilibre, imaginons le plateau d'une balance. Eh bien, vous avez du droit communautaire qui pèse très lourd, très communautaire, c'est l'environnement, c'est le marché intérieur. Et puis, vous avez un droit de l'environnement qui est quasiment évanescent, qui ne pèse rien. C'est la sécurité, c'est le social, c'est le fiscal. Et on est dans cette espèce de balance déséquilibrée. Et il faut coordonner les deux pour avancer et répondre à la globalité du problème des gens. Les gens, les législations spéciales ordinaires, en général, ils s'en tapent d'une certaine façon. Ce qu'ils veulent, c'est une réponse concrète à leurs problèmes, moi d'emploi, moi de croissance, moi de préservation de l'environnement, dans une espèce de développement durable qui se veut justement intégré. Et ça, on n'est pas dans la capacité de le faire aujourd'hui institutionnellement. Alors, quand on a dit ça, on se dit, mais alors, comment faire pour reprendre en main son destin ? La question, c'est ça. Comment je reprends en main mon destin ? À travers les structures que je connais, le maire, le préfet, l'État, bref, comment je fais ? Il y a deux solutions théoriques au problème de reprendre en main tous les faisceaux de souveraineté
Le premier, c'est de dire, écoutez, je reviens en arrière, je reprends tout. Et je suis maître chez moi, nation France, moi, Royaume-Uni. Et finalement, je dis, écoutez, moi, je voudrais bien maîtriser mes frontières, mon immigration, ma sécurité, mon environnement, tout. Et je sors de l'Union européenne. Et depuis le traité de Lisbonne, c'est possible. Article 50 du traité de l'Union européenne, on peut amorcer la pompe de dire, voilà, sous 2 ans, je veux partir. Ce n'est plus une hypothèse d'école. Le Royaume-Uni l'a tenté et l'a géré avec grande difficulté et finalement l'a réalisé. C'est difficile, mais c'est possible. C'est la voie nationale, si je puis dire. Puis il y a une autre voie, si on va, polarisons, on va dire, les 2 scénarios extrêmes, c'est de dire on remonte tout au niveau européen. Et on rentre dans une structure qui n'est pas une structure étatique unitaire européenne, mais qui serait une structure, pour dire un grand mot, fédérale européenne. Alors après, on peut argumenter sur les fédérations d'États-nations, etc., à l'envie, mais c'est le destin commun de l'Europe, et donc qui appelle une gestion par le haut de l'ensemble des faisceaux de compétences, avec une délégation finalement, infra, au niveau des régions, au niveau des États. Voilà. C'est le modèle, on va dire, fédéral. Modèle fédéral, modèle national. Et on est dans ces 2 voies-là. En termes de gouvernance, c'est les 2 modèles les plus cohérents. Alors, c'est là qu'il faut revenir à ce que je disais en premier et ce que tu as tweeté, c'est-à-dire de dire il y a un certain nombre de problèmes, donc on serait quand même mieux armés pour les traiter à 400 millions qu'à 56. Et là, c'est là qu'on prend une orientation, de dire, moi, mon intuition, c'est aussi qu'il faut mieux traiter les problèmes au niveau communautaire et qu'on est face à des chocs qui impliquent d'être plutôt plus nombreux pour les traiter. Sauf que quand on a dit ça, on n'a pas tout dit. Pour être d'accord, aller à la construction fédérale, donc je ne pense pas que ça soit forcément la bonne solution au jour d'aujourd'hui pour l'Union européenne. Il faut être d'accord à 27 déjà, il faut que ça soit ratifié par des traités. Ces traités, il faut qu'ils soient adoptés au niveau national, par le Parlement, par référendum. Mémoire de 2005, le traité constitutionnel européen porté par Valéry Giscard d'Estaing, il a échoué en France, il a échoué aux Pays-Bas, il a échoué en France formellement, ce qui a permis au Royaume-Uni de ne pas se poser la question de dire non. Et donc, cette question fédérale, elle n'est pas évidente. Et donc, on est pris, tu parlais tout à l'heure d'un paradoxe, on est pris dans une polarisation forcément inaboutie. On ne peut pas être, à mon avis, dans le tout national. Les Brexit l'ont fait, les Anglais l'ont fait. Je pense que ça va être difficile pour eux. Et je pense que la France ne l'envisage pas du tout. On ne peut pas aller au tout fédéral, et peut-être n'est-ce pas complètement une mauvaise chose. On y reviendra dans le détail, notamment sur la crise sanitaire. Je ne me sens pas autrichien, personnellement. Je me sens français dans la gestion de la crise sanitaire. Mais le fait est qu'on est dans l'entre-deux. C'est ça le paradoxe. C'est cette tension permanente. On est dans un système instable. Et donc, il faut faire au mieux. Et il faut essayer de marier compétences nationales, compétences communautaires. Et avec, si je peux t'interrompre, le risque de cette illisibilité que tu mentionnais tout à l'heure, notamment pour la réponse du citoyen, déficit aussi démocratique, qui est qu'effectivement, on peine aussi à comprendre comment sont prises les décisions à partir du moment où la répartition des compétences est aussi disproportionnée et compliquée à comprendre. Alors, je te rejoins, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est là ensemble, pour faire œuvre de formation, d'information, d'éclairer le débat à notre mesure modeste. C'est aussi le sens, moi, de mon engagement de professeur associé à Paris. J'aime bien faire des cours, j'aime bien la relation avec la jeunesse, j'aime bien le partage, mais il y a aussi des messages, une compréhension à faire passer, et puis cette compréhension, j'espère qu'elle pourra traverser ou toucher le plus de monde possible en leur disant que cette instabilité institutionnelle, c'est pas le fait que les politiques sont mauvais en réalité. C'est pas le fait que les gens veulent mal faire. C'est le fait que le système, par une construction géohistorique, l'Europe, elle date de 51, 57 c'est le traité Rome, 51 c'est le traité de la CECA. Ça fait 70 ans qu'on est dans un mouvement, et que ce mouvement, il n'est pas abouti. Et qu'on est dans cet état quasi stationnaire de non-équilibre en réalité. Et c'est très perturbant pour ceux qui ne comprennent pas les fondamentaux juridiques, qui se disent « mais ça n'a aucun sens ». Ça a un sens. Cette tension, elle existe et elle est justifiée. Alors après, c'est là où il faut avancer dans ce que tu parlais tout à l'heure, ce dont tu parlais tout à l'heure, les crises que tu évoquais, très concrètes. Comment on fait pour éviter que ces crises ne soient des crises qui nous plombent vraiment ? Alors, il y a plusieurs exemples de crises que tu as donnés. Alors, il y a le Brexit, mais avant cela, tu avais évoqué la crise financière de 2008-2012. C'est une crise dite exogène, c'est-à-dire qu'on a pris un pet, c'est-à-dire qu'on a pris une crise financière qui nous est venue des États-Unis, comme souvent plein de bonnes choses.
Et finalement, l'Europe, dans la crise, elle a plutôt bien réagi. Elle a réagi de façon solidaire. Elle est restée accrochée à l'euro par rapport à des pays qui auraient pu en sortir formellement. Je pense aux pays du sud de l'Europe, mais pas que. Je pense à la Grèce, Portugal, Espagne, l'Irlande, qui s'est trouvée dans de grandes difficultés. Et puis l'Europe, elle a réagi en maintenant la cohérence de l'euro et en développant des outils de solidarité, ce qu'on appelle le mécanisme européen de solidarité, en disant, en donnant de l'argent pour rééquilibrer les finances de tel ou tel État qui était affecté par la crise. Donc l'Europe, elle a joué le jeu pendant la tempête, en réalité, 2008-2012. Et elle s'est appuyée sur les outils qu'elle avait à disposition autour de la gestion de l'euro. Là où le bas a blessé, c'est l'après-crise financière. C'est-à-dire que l'Europe, se concentrant sur un champ de compétences qui est le sien, la Commission étant gardienne des traités, l'Europe, elle a veillé à l'orthodoxie budgétaire de la zone euro. Et après la crise, elle a dit, il faut remettre de l'ordre dans tout ça. Effectivement, on a laissé filer les déficits, la dette. Maintenant, on va revenir à une dette plus raisonnable, à des déficits plus maîtrisés, en dessous de 3% du PIB, pour rentrer dans le détail. Et donc, on va remettre de l'ordre. Et le remède a été pire que le mal, en réalité. Le grand drame de la crise financière, c'est surtout comment l'Union européenne a réagi après 2012, en mettant sous tension tous les États membres, y compris dans leur politique sanitaire. Et on en a vu les effets que plus tard. Aujourd'hui, on y reviendra, la crise sanitaire implique une réaction de nature très différente de l'Europe. Mais pour le coup, pourquoi ? Et je reviens sur son déséquilibre de compétences. L'Europe est allée à fond dans ses compétences de veiller à une forme d'orthodoxie budgétaire et aux fondamentaux de l'euro. Mais il n'était pas dans les compétences de l'Europe de veiller à la cohésion sociale et territoriale de l'Union européenne. Elle a quelques outils pour le faire, des fonds européens de développement régionaux, le FSE, mais en réalité, c'est tout à fait marginal. La compétence de veiller à la cohésion de nos territoires et de nos sociétés, c'est une compétence d'État. Et donc, en allant à fond dans sa compétence financière, elle a mis à mal les États qui ont dû, eux, s'aligner. Et en général, plutôt par le bas. J'y reviens. Souvent, une crise fait le cri d'une autre crise. Cette crise de 2012 et les contraintes budgétaires qu'ont dû assurer tous les États, quel que soit leur parti, de droite ou de gauche, y compris en France, cette mise sous contrainte, elle a fait le lit du fait que, oui, notre hôpital, il était en difficulté, oui, on n'avait plus de stock de masques, parce qu'on s'est mis collectivement dans cette pression communautaire. Et là, on revient à ce problème de déséquilibre de compétences. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, parce que ça m'amène un peu à la deuxième question, est-ce qu'aujourd'hui, justement, avec la crise sanitaire que l'Europe traverse, on n'est pas dans un changement un petit peu quand même de politique de ce point de vue-là, puisqu'on a vu que justement l'Europe a été un peu en question dès le premier semestre de l'année 2020, mais qu'assez vite, au cours de l'été 2020, elle a réussi finalement à apporter une réponse, y compris budgétaire, partagée dans une approche effectivement collective à la crise qui était là. Et puis on a vu également toute une politique, par exemple, d'achat de vaccins groupés, etc. Donc qui a été une politique qui a été menée au sein de l'Union européenne. Donc est-ce que là on est rentré finalement dans un nouveau monde ? Est-ce que cette question justement budgétaire qui est assez cruciale justement pour essayer de voir quels sont les moyens effectifs que peut avoir l'entité politique Union européenne, nous emmène aujourd'hui dans un monde un petit peu différent, dans une trajectoire un petit peu différente. Est-ce qu'on est sur un approfondissement véritablement de l'Europe avec un pas fait vers cette union fédérale, ou en tout cas un peu plus aboutie que tu mentionnais tout à l'heure ? Alors, je pense qu'il est trop tôt pour répondre formellement à la question. En réalité, il y a deux temps. Il y a le temps de la gestion de crise, on est toujours dans ce temps de gestion de crise, et puis il y a le temps de l'après-crise. Je suis très vigilant là-dessus parce que, attention à l'expérience 2008-2012. L'Union qui a bien géré la séquence, surtout pour les pays du Sud en grande difficulté, versus l'austérité qui s'est abattue pendant 10 ans sur l'Union européenne et tous ses États membres. On est un peu dans ce cas de figure-là, mais je pense avec une orientation qui me semble plus positive. Parce qu'effectivement, tu l'as bien noté, en fait, cette crise sanitaire, qui a eu des conséquences terribles déjà sur les gens qui ont perdu la vie ou qui ont été affectés durablement, mais globalement sur notre société, sur notre économie, elle a eu un bon côté, c'est qu'elle a réveillé l'Europe. Et à un moment donné, c'était pas gagné. Ça, finalement, on doit beaucoup à la France et à la compréhension de l'Allemagne, par ailleurs. On a dit, banco, il faut qu'on se relance. Et ce qui était inacceptable ou inentendable quelques mois avant a été possible, c'est-à-dire un endettement commun exercé par la Commission européenne au nom de l'Union européenne
à hauteur de 750 milliards d'euros, c'est le Next Generation EU, qui était inentendable quelques mois avant. Et l'Europe a été en capacité de se mobiliser pour dire, bon, voilà, il faut maintenant relancer, se donner les moyens, répartir un peu les richesses en fonction des pays qui n'auraient pas pu s'endetter dans les mêmes conditions que l'Union européenne, souvent toujours les pays du Sud, et essayer de repartir de l'avant. Ça, je pense que c'est un signal très positif, très positif. Très positif, mais attention, c'est un one-shot. Parce qu'il a fallu avancer à 27 et on a dit oui, dans ce contexte-là, on s'endette et on relance. Et on relance par le fait de la relance post-Covid, on n'y est pas complètement encore, on relance aussi l'investissement qui était un des angles morts de l'Union européenne pendant des années. On a sous-investi pendant des années sur l'autel de l'austérité budgétaire. Et on a dégradé nos capacités de croissance potentielle pour l'avenir. Certains États ont trouvé des parades, comme la France par exemple avec les plans d'investissement d'avenir, mais globalement, on a pris du retard par rapport à d'autres zones du monde. Toujours ne pas oublier que l'Europe n'est plus seule au monde et que nous, quand on n'avance plus, d'autres avancent. Et donc, in fine, on recule doublement. Donc, l'Europe a finalement bien réagi, mais one shot. Parce qu'on arrive toujours sur ces questions-là à 27. Qu'est-ce qui va se passer maintenant, quand on va sortir de la crise? Ça va se passer après les élections présidentielles françaises, maintenant que les élections allemandes se sont passées, que la coalition commence à se roder. Fin 2022, on va commencer à voir s'esquisser le nouveau monde. C'est la révision du pacte de stabilité et de croissance. Est-ce qu'on va revenir sur l'épure de l'ancien pacte de stabilité et de croissance? Revenir tous à 60% d'endettement de PIB? La France est à 114. Comment faire sans rentrer là dans un marasme d'austérité? Et là, ça reste à écrire. Donc, il faut être prudent. Sur les questions financières maintenant, c'est un point qui n'est pas suffisamment souligné de mon point de vue. Je pense que vraiment le Next Generation EU est une bonne chose. Les plans de relance, d'une façon générale, sont une bonne chose. Ils consomment de l'argent, mais ça permet de réinvestir pour l'avenir. Il y a la question qu'on peut se poser au pur financier de comment on va rembourser l'emprunt. Parce qu'emprunter en commun, en faisant jouer la solidarité, quand on dit tout ça, on se dit c'est formidable l'emprunt, mais emprunter, ça veut dire qu'on se charge d'une dette. Et cette dette, elle va s'établir sur à peu près 30 ans. 2028-2058. Voilà, l'Union européenne a pris une dette de 750 milliards d'euros, 2028-2058. C'est long. Alors, évidemment, il y aura des remboursements, au moins d'un point de vue théorique, des États auxquels l'Union va prêter. Mais pas que, parce que l'Union, elle va prêter, mais elle va aussi donner. Il y a des subventions qui sont liées à Next Generation EU. Donc, la question, c'est comment on va baquer le remboursement de cet emprunt. Pour l'instant, ce n'est pas clair. Et c'est un débat qui n'effleure peu, finalement, dans le débat public national, parce que finalement, on couvre assez mal les questions communautaires, mais quelles sont les ressources propres de l'Union européenne pour rembourser son emprunt? Pour l'instant, les ressources de l'Union européenne, en caricaturant, en allant à l'excès, pour l'essentiel, l'Union européenne, c'est un syndicat mixte fermé d'États membres, qui, chaque année, envoie une quote-part qu'on appelle le prélèvement RNB. En fonction de leur richesse, ils participent au financement du budget de l'Union. Mais l'Union, ses ressources à elle, juste à elle, dont elle peut disposer, il n'y en a quasiment pas. Il y en a quelques-unes, mais elles sont marginales. Il n'y a pas d'impôt communautaire véritablement. Il y a une fraction de TVA que les États consentent à transférer à Bruxelles. Mais ce n'est pas un impôt communautaire, la TVA en tant que telle. Et donc se pose la question des ressources propres. Question posée par un groupe de haut niveau présidé par Mario Monti il y a 2 ans de cela, reposée par ce qu'on appelle la nouvelle décision ressources propres de l'Union européenne. Quelles sont les ressources fiscales de l'Union? Avant même de rentrer dans l'analyse du panier des possibles ressources fiscales de l'Union, je souligne le point, on est dans un champ de législation spéciale où on n'avancera qu'à l'unanimité. Et donc la fiscalité de l'Union, donc les moyens de l'Union de rembourser sa dette, qui est maintenant actée, sont dans la main de chacun des 27 États de l'Union. Et s'il y en a un qui dit non à la fiscalité d'une Union européenne, taxe sur les transactions financières, taxe sur les plastiques, taxe carbone frontière, taxe GAFAM, je vais y revenir. S'il y en a un qui dit non sur un de ces items-là, ça sera non. Et donc l'Union est extrêmement fragile, parce qu'elle est dans la main de toutes les logiques nationales. Alors, prenons-la en revue, mais la taxe GAFAM, ça fait partie de notre quotidien. Les GAFAM, on a tous notre portable. Voilà, les GAFAM, ça fait partie maintenant de l'économie numérique du quotidien. Oui, sauf que la taxe GAFAM, qui était envisagée un temps par l'Union,
qui avait été préfigurée par la France. La France était partie en avance de phase sur ces questions-là. La taxe GAFAM n'aura pas lieu. Parce que les États-Unis, qui n'en voulaient pas, puisqu'ils abritent l'essentiel des GAFAM, eh bien, ils ont réussi, dans le contexte Covid, à dire non, pas de taxe GAFAM, mais une imposition internationale minimum des grandes multinationales, une espèce d'impôt sur les sociétés internationales, sur lequel l'OCDE a fait un travail de fond considérable, mais qui n'a avancé en fait que par le feu vert des Américains, dans ce contexte post-Covid et surtout post-Trump. Et là, les Américains ont dit coup double. Non seulement ça va permettre de conforter mes propres bases fiscales, mais surtout de ne pas taxer excessivement mes géants GAFAM. Et de fait, l'Union européenne, se retrouvant avec ce panier de ressources qu'elle envisageait sur les GAFAM, s'est retrouvée bec dans l'eau. Et non, il n'y a plus de taxe GAFAM. La France va encore prélever la taxe des GAFAM cette année, mais ça va s'éteindre. Exemple d'une imposition fragile. D'autres impositions qui sont sur la table pour dire comment on va faire maintenant. La taxe sur les transactions financières. On parle depuis belle lurette, la taxe sur les transactions financières. Est-ce que les Luxembourgeois seront d'accord? Est-ce que les Irlandais seront d'accord? Est-ce que les grandes places bancaires européennes seront d'accord? Possible que non. En tout cas, il faut être d'accord à 27. Il y a taxe carbone. Taxe aux frontières, taxe carbone aux frontières. Alors, c'est d'ailleurs une des... Il y a beaucoup de priorités dans la présidence française de l'Union européenne, mais c'est sans doute la priorité de la présidence française de l'Union européenne sur le champ économique, parce que si on ne met pas en place un système aux frontières qui fait que nos produits soient, j'allais dire, en compétition équitable avec des produits faits ailleurs, avec des conditions environnementales, notamment des émissions de gaz à effet de serre qui sont à peu près comme les nôtres, c'est pas jouable pour notre économie. On va perdre en compétitivité relative. Donc cette question-là, elle est extrêmement épineuse. Maintenant, est-ce que les Allemands d'abord, mais plus généralement les puissances exportatrices ou les États membres de l'Union européenne qui sont tendus vers l'extérieur vont accepter cela? Tous à 27. Moi, je suis français, je dis oui. Je suis allemand, je suis luxembourgeois, je suis dans un petit pays qui est tendu vers l'extérieur, qui exporte beaucoup. Est-ce que je dis oui? J'y réfléchis à deux fois. Et si je dis oui, il faudra des grosses compensations pour que je dise oui. Toujours revenir à cette base juridique européenne, législation ordinaire, législation spéciale. C'est pas si spécial que ça, le fait de travailler à l'unanimité, et c'est bloquant en fiscalité. D'où le point de dire, Next Generation EU, c'est une bonne chose, c'était une réaction nécessaire, mais pour le coup, ce n'est pas baqué financièrement, et on est dans la main d'un État, un État seulement des 27. D'où la fragilité de l'Union sur le plan fiscal. Sauf à changer d'architecture institutionnelle, finalement. Alors, tu as parlé un petit peu d'environnement à travers la taxe carbone, et tu es revenu plusieurs fois sur cet aspect-là. C'est vrai que l'Union européenne, parmi les autres grands ensembles politiques mondiaux, elle se caractérise notamment par ses ambitions environnementales. Et notamment, on a eu, en décembre 2019, un pacte vert qui a notamment affiché l'ambition d'avoir une Europe qui soit neutre en carbone à l'horizon 2050. Alors, est-ce qu'il y a derrière cette ambition environnementale, derrière aussi les choix qui peuvent être faits d'une fiscalité verte un peu plus développée, est-ce qu'il y a là les ressorts effectivement d'une politique commune qui permettrait à l'Europe de retrouver justement un peu de compétitivité, de retrouver aussi une place mondiale, de créer un peu justement ce ciment aussi de l'Union européenne? Alors, c'est une question difficile et sensible, et donc je pèse toujours mes mots, mais je les pèserai particulièrement sur cette question-là, parce que c'est une question qui est presque hystérisée maintenant. La question de l'environnement, aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour améliorer l'environnement. Ma question, c'est à quel prix, et attention, soyons nuancés. N'oublions pas que nous sommes le pays des Gilets jaunes. Et n'oublions pas le tribut qu'a payé l'unité nationale à la question des Gilets jaunes, qui, à l'origine, vient d'une augmentation rapide de la taxe carbone par rapport à ce qu'on paye de carburant, la contribution au carbone au sein de la taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques. Donc, j'aborderai cette question avec bienveillance, mais avec nuance. Et je remercie vraiment Futurib d'être cet endroit où on peut poser les choses et essayer d'aller dans la nuance et pas simplement dans les excès. Alors, avant de rentrer dans les déterminants environnementaux de cette politique climatique, je reviens sur ce que tu dis avec justesse.
vu de loin, pourquoi l'Union européenne s'intéresse beaucoup aux questions climat-énergie? Certes, pour des questions environnementales, on est d'accord sur le principe, mais d'abord parce que l'Union est un nain énergétique et qu'elle est dans la main du gaz russe, du pétrole saoudien, du gaz aussi maghrébin. Bref, pour l'essentiel, nos ressources en hydrocarbures fossiles, elles viennent d'en dehors de l'Europe. Donc on est fragile, on est dépendant. Et donc d'un point de vue géopolitique et géostratégique, on a tout intérêt à diminuer notre dépendance aux énergies fossiles. Attention au passage de ne pas substituer cette dépendance aux énergies fossiles à une dépendance à des matériaux rares qui sont indispensables pour conduire la transition écologique et numérique. Je pense aux matériaux rares, au lithium, cadmium, nickel ou autres, dont on n'a pas des ressources infinies à l'échelle du continent européen. Ce qui explique beaucoup un redéploiement géostratégique, notamment vers l'Afrique en ce moment, ou vers certains gisements d'Asie ou d'Asie du Sud-Est ou du Pacifique. Donc on a cette sensibilité-là qui milite pour aller vers la transition énergétique avec ce gros bémol près des matériaux rares. On a aussi un intérêt économique. Il ne faut jamais oublier ce qu'est l'Europe. C'est d'abord un pays d'États marchands, l'Europe. C'est d'abord un pays ou des pays qui commercent et qui ont construit leur richesse sur le commerce. On a intérêt d'être plutôt leader dans la transition écologique, de développer des solutions innovantes et, j'allais dire, d'être à la pointe du marché de la transition écologique qui va tous nous toucher. Donc économiquement, c'est pertinent. Et puis enfin, et j'arrive enfin, c'est-à-dire en troisième rang dans l'argumentaire, il y a la question climatique, effectivement, qu'il faut traiter. Et là, j'appelle à une forme de mesure et à quelque chose qui me choque beaucoup dans le débat public, ce terme d'urgence climatique. L'urgence climatique. Alors, il est indiscutable qu'on est orienté vers une augmentation tendancielle de la concentration CO2 atmosphérique, une augmentation tendancielle de la température moyenne. On a pris plus 0,8 degrés par rapport à 90. En 2030, on sera à plus 1. C'est déjà fait, pratiquement. Il est très, très vraisemblable qu'on sera même à plus 3, plus 4 d'ici la fin du siècle, quoi qu'on fasse, nous, Européens. La tendance climatique est là. La question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre échelle, pour inverser les choses? Pour inverser les choses rapidement, on ne peut pas faire grand-chose. L'Union européenne, ça pèse grosso modo en émissions résidentes GES, gaz à effet de serre, à peu près 10% du bilan mondial. La France, c'est à peu près 1%. Si là, aujourd'hui, on dit plus d'émissions de gaz à effet de serre du tout en Europe, mettons en France, on adresse au mieux 10% du problème. Mais attention, 10% du problème, ça ne veut pas dire qu'on revient en arrière. Parce que les gaz à effet de serre, notamment le CO2, on en parle comme ça de façon abstraite. Ils ont un pouvoir réchauffement global, ils participent de l'effet de serre, mais ils ont une durée de vie. La durée de vie du CO2 dans l'atmosphère, c'est 1 siècle. Le CO2 qu'on émet là maintenant, il va durer 1 siècle. Donc on est sur des systèmes physico-chimiques qui ont une évolution de temps très long. Donc on peut jouer sur les flux, il faut jouer sur les flux, mais en se disant que le fait de jouer sur les flux maintenant n'aura qu'une influence finalement très tardive sur le bilan carbone. Donc s'il y a urgence climatique, et les mots ont un sens, c'est l'urgence de s'adapter au changement climatique. C'est l'urgence de s'adapter au changement climatique. Et donc dans le débat public qui est riche, compliqué, où forcément on a besoin de bannières, quand je dis climat, moi je pense urgence à s'adapter. Et puis nécessité de lutter, mais ce n'est pas la même temporalité. On n'aura pas la même efficacité. L'urgence de s'adapter, c'est maintenant. L'urgence de lutter, c'est qu'il faut commencer maintenant, mais que les effets ne se feront que beaucoup plus tard sentir. Alors, pourquoi je souligne ce point, et j'en viens à ta question, est-ce que c'est une chance? Oui, je pense que c'est une chance que l'Union, la France, enfourche cette transition-là, mais molto non troppo et à un rythme bien pensé. Parce que, vu ce qu'on pèse, nous, les enjeux, en réalité, ils sont en Chine, ils sont en Asie du Sud-Est, encore aux États-Unis pas mal. La Chine, c'est 25% du bilan carbone mondial en émissions résidentes. Hein. Et ils ont, eux, annoncé qu'ils iraient vers le zéro carbone avec leurs chiffres à eux et leurs référentiels à eux en 2060. Les Indiens en 2070. Donc, il faut se remettre dans ce contexte mondial. Et nous, en attendant, il faut avancer, il faut mettre sous pression notre appareil industriel, il faut enfourcher, comme je le disais tout à l'heure, cette transition écologique, mais attention aux side effects socio-économiques. C'est-à-dire qu'en allant vite c'est bien, mais en allant trop vite, précipitamment, on peut laisser sur le carreau des pans entiers de notre société, de notre économie.
Je reviens à mes gilets jaunes. J'étais à ce moment de ma carrière dans une position qui me permettait de voir fonctionner l'État à haut niveau et de voir comment l'État français a vacillé au moment des gilets jaunes. Il n'y a pas que l'Arc de Triomphe qui a été affecté par les gilets jaunes. L'État a été affecté par les gilets jaunes jusqu'au plus haut sommet. Et à un moment donné, c'est la cohésion territoriale de la nation qui a été mise à mal. Pas par des fous furieux, pas au démarrage, par des gens qui n'arrivaient plus à boucler leur fin de mois, effectivement, par des gens qui sont prisonniers de leur voiture et qui, chaque jour, doivent faire 30 km aller-retour. Donc, voilà, ça, c'est les gilets jaunes, c'est sur la fiscalité environnementale. Mais le pacte vert emporte des conséquences sur la fin, par exemple, des détaxes de carburant qui vont toucher nos transporteurs routiers, sur la fin de ce qu'on appelle les détaxes au gasoil non routier, pour le coup, qui vont arriver très vite en 2023, pour les taxis, pour les livreurs, pour les engins de chantier. Attention, notre économie, elle est très dépendante encore aux énergies fossiles. Et le rythme d'adaptation, il doit être pris en compte, parce que sinon, on risque de casser la machine. Alors, peut-être une réaction juste sur les gilets jaunes pour dire qu'à mon sens, c'est peut-être pas le fait que ça soit une taxe environnementale qui ait mis les gens dans la rue, mais tout simplement qu'il y a eu une augmentation du prix à la pompe, du prix de l'essence, et que finalement, que ça soit environnemental ou pas, était un peu le cadet des soucis. Donc, est-ce que effectivement, si jamais on va vers une intégration un peu plus grande de ces enjeux climatiques, alors tu as raison de bien dire que l'urgence, c'est l'adaptation, mais qu'en même temps, il y a effectivement aussi cette ambition d'atténuation. Donc, si on va effectivement dans des politiques climatiques environnementales plus affirmées, ça suppose effectivement un certain nombre de changements un peu radicaux ou des transformations un peu profondes, notamment des questions de fiscalité qui peuvent passer aussi par des réarticulations des taxes et des impôts existants. Donc, on n'est pas juste nécessairement sur le rajout de quelque chose par rapport à l'existant, me semble-t-il. Il y a un deuxième point qui alors peut-être rapide, mais tu dis il ne faut pas aller trop vite. Est-ce que l'Union européenne est capable d'aller trop vite sur un sujet comme celui-ci? Parce qu'il y a aussi une question intéressante, si on reprend l'angle économique qui est le tien, c'est aussi de positionner l'Union européenne comme étant un ensemble qui est capable justement d'aller assez vite sur ces questions-là, notamment pour être un tout petit peu en avance de phase par rapport à d'autres régions de la planète, ce qui peut aussi, par ailleurs, accroître sa compétitivité économique. Alors, je reviens juste, parce que c'est la contradiction et c'est l'intérêt de l'échange. Je ne suis pas d'accord avec ton analyse, François, sur les gilets jaunes. Regarde aujourd'hui, le carburant, il augmente énormément. L'inflation des prix, elle vient par les carburants. Tu vois pas tellement de manifestations de gilets jaunes. Enfin, les gens sont aussi un peu épuisés par 2 ans de Covid, parce que, en fait, c'est un signal prix du marché qui se tend. Les gilets jaunes, ça part d'une réaction fiscale, frondeur fiscale. Parce que les gilets jaunes, il y a une matérialisation d'une décision de l'État sous pression communautaire. On pourrait rentrer dans le détail de voir d'où vient en fait l'affaire des gilets jaunes. En fait, ça vient de la stratégie Union 2020 de la commission Barroso, décidée en 2010. Bon, il y a une percolation du droit communautaire sur ces questions-là. Mais le déclencheur, c'est un déclencheur fiscal par une décision publique d'augmenter une fraction de la TICPE. Et ça, c'est ressenti par les gens. C'est véhiculé par une loi de finances, le début des gilets jaunes. Le fait de véhiculer par les prix est moins perçu, en tout cas moins hostile vis-à-vis de l'État pour les gens. Tu n'as pas de réaction par rapport à ça. Les gens disent il faut que l'État nous aide. Et on revient sur la question de l'accompagnement, du chèque énergie. Mais fondamentalement, la question fiscale, elle est extrêmement sensible. Il ne faut jamais oublier que dans l'histoire de France, les grandes révolutions, les grandes frondes ont souvent commencé par une fronde fiscale. La question fiscale, la matière fiscale est inflammable. Okay. Alors, tu as un autre aspect, impôts. Tu me dis, oui, alors, oui, mais il faut augmenter les impôts environnement et puis peut-être baisser d'autres impôts. Attention, en France, on est à environ 44-45% du PIB en prélèvement obligatoire. On est champion du monde avec le Danemark, dans le monde OCDE en tout cas. Oui, d'accord. Augmentons la part de la fiscalité environnementale et baissons les impôts pour faire autre chose. Oui, pour faire quoi? Pour faire le social. 25%, 25 points de notre prélèvement obligatoire, ça va pour financer la protection sociale. C'est là-dessus qu'on va taper? Non, on ne tapera pas là-dessus. Surtout maintenant, surtout après la crise Covid, surtout de ce que l'on doit à notre système de santé. Comment on redéploie? Argument facile du budgétaire lambda. On n'a pas beaucoup de moyens, il faut faire avec ce qu'on a, redéployons. Oui, d'accord, où est-ce qu'on enlève? C'est facile de dire où est-ce que je mets, mais où est-ce que j'enlève? Et on n'enlèvera pas sur la protection sociale en France.
On peut enlever sur les retraites, peut-être, les retraites. L'autre crise, celle d'entre les gilets jaunes et la crise sanitaire. Attention, on est sur une matière explosive. Alors, l'autre aspect n'est pas un aspect fiscal. La force du pacte vert, sa force et sa discrétion, c'est que c'est un paquet qui va percoler beaucoup par voie normative. On va imposer des nouvelles normes environnementales, plus exigeantes que par le passé, pour essayer de tendre à cet objectif de réduction à de moins 55% des émissions carbone au niveau européen d'ici 2030 par rapport à une base 90, voire le zéro émission carbone en 2050. C'est par les normes que l'Union européenne avance. La grande force de l'Union européenne, c'est la force de l'état de droit. Et c'est très discret, mais c'est très puissant. Et très concrètement, c'est une réforme de la réglementation thermique. Une réforme de la réglementation thermique, ce n'est pas un impôt, mais ça veut dire que pour construire et pour avoir son permis de construire, il faut respecter des normes qui sont de plus en plus exigeantes. Et en général, ça s'accompagne de matériaux, de pratiques qui sont un peu plus chères que par le passé. Et donc, ça génère de l'inflation, potentiellement. Et on revient à la question du pouvoir d'achat, qui n'est pas une question conjoncturelle. Ma thèse, c'est qu'on n'est pas dans un moment de reprise conjoncturelle de l'inflation. On est orienté durablement par des contraintes de matières premières, des contraintes d'énergie et par des normes de plus en plus exigeantes vers un niveau de prix supérieur à par le passé. Donc attention, le pacte vert, il est porteur d'une ambition forte, mais il est générateur sur le plan fiscal et sur le plan normatif de conséquences qu'on ne mesure pas encore bien. Et quand tu dis question de vitesse, pour le coup, je reprends mon analogie avec les gilets jaunes et la taxe carbone. Il a fallu du temps pour que, entre le moment où l'Union dit « je top sur le 3 x 20 », 20% de plus d'efficacité énergétique, 20% de plus d'énergie renouvelable, enfin 20% de notre mix en énergie renouvelable, 20% de réduction de taxe des émissions CO2 à 2020, c'était l'objectif 2020, ça s'appelle Stratégie UE 2020 et c'est le paquet 3 x 20, ça se passe entre 2008 et 2010. En France, c'est traduit par la loi Grenelle 1, adoptée à l'unanimité du Parlement en 2009. Ça percole dans la loi de transition écologique et de croissance verte de 2015. Ça arrive en loi de finances pour 2019. En gros, il faut 10 ans de percolation et 3 gouvernements. Ça commence sous Nicolas Sarkozy, François Hollande, Emmanuel Macron qui gèrent in fine les conséquences de cela. 10 ans. Le pacte vert et la volonté de la commission von der Leyen, c'est d'aller vite. Et donc, en réalité, comme nous, tu sais, on est un peu en télétravail. Souvent, la Commission européenne, elle continue de travailler en télétravail. Elle fait des réunions en Zoom avec les 27 États membres et elle avance sur des directives et des règlements qui découlent de pacte vert, qui vont fleurir au printemps post-Covid, si je puis dire, fin 2022, début 2023. Ces directives, elles vont devoir être appliquées par les États, transposées par les États. Certains vont le faire plus ou moins vite, à mon avis, plutôt moins vite que plus. Et à un moment donné, ça va arriver dans la loi. Et ça va arriver en 2023, 2024, 2025. Et le tsunami normatif du pacte vert, il va arriver en 2025. Et les conséquences en termes de coûts, d'inflation, elles vont arriver là. Certes, ça sera positif pour l'environnement, certes, ça va mettre en tension notre économie pour se décarboner, pour être plus innovante, mais à court terme, ça va se traduire par un ressaut des prix à la consommation, à la construction et dans les transports. Il faudra accompagner cela, du transport collectif, oui, mais c'est long de faire du transport collectif. Refaire les bâtiments français, oui, on recycle à peu près tous les ans 1% du parc de bâtiments en France. 1%. À ce rythme-là, on y est encore dans 100 ans. Donc, les évolutions structurelles pour accompagner cette économie verte, elles se diffusent sur plusieurs dizaines d'années. Les conséquences rapides en termes de pouvoir d'achat, de ressenti socio-économique, elles se diffuseront en l'espace de quelques années. Alors, peut-être pour élargir un petit peu cette question-là et un peu rapidement, Robin, et un peu aussi en guise de conclusion, si jamais on élargit ce que tu viens de dire sur les questions environnementales et qu'on essaye de voir dans quelle mesure, effectivement, l'Union européenne peut être cette instance politique en charge, finalement, de la prise en compte des enjeux de long terme et de leur traduction, finalement, dans les politiques nationales, est-ce que
on peut aujourd'hui, au regard de ce qui se fait justement sur ces questions environnementales, imaginer une architecture qui serait une architecture qui permettrait vraiment à l'Union européenne, en tant qu'instance politique, d'être plus à même de s'intéresser au long terme, sachant qu'on sait aujourd'hui que c'est un petit peu aussi le parent pauvre des États-nations. Alors, ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est l'Union européenne qui doit être en charge de ces questions de long terme, et notamment avec sa puissance normative, d'imposer, d'une certaine manière, aux États membres la façon de prendre en compte ces enjeux de long terme auxquels la réponse à 27 est peut-être plus adaptée qu'une réponse de tel ou tel État. Alors, je vais revenir sur d'abord une posture de juriste sur ces questions-là. Réformer le système institutionnel, le rendre plus efficace, donner à l'Union cette capacité de gérer le long terme, oui, très bien, mais juridiquement, ça se traduit comment ? On est dans un système où il y a des compétences à majorité qualifiée, communautaires, des compétences qui restent des compétences d'État, parce que dans le champ communautaire, on n'avance qu'à 27 à l'unanimité. Pour modifier cela, il faut changer le traité, les traités. Ou, parce qu'il y a une clause passerelle qui permet, sans changer le traité, de faire basculer une compétence du régime spécial au régime ordinaire. Cette clause passerelle, elle impose de voter à l'unanimité pour que l'unanimité se dessaisisse de cette compétence et qu'on revienne à la majorité qualifiée. On revient toujours à la question d'unanimité. À l'unanimité, on ne modifiera pas l'organisation institutionnelle, la gestion des compétences communautaires. Ce n'est pas possible. Tout simplement, ce n'est pas possible. Renvoie à ma première orientation de dire tout national, tout fédéral, et même sans parler de tout fédéral, de majorité sur la plupart des champs de compétences, il faut l'accord des 27. Donc, je suis désolé, en tant qu'un ancien ingénieur qui aime les systèmes purs et parfaits, le juriste répond à l'ingénieur, il faut te débrouiller avec ce que tu as. Tu ne peux pas réformer le système pour qu'il soit pur et parfait. Il faut faire avec un système impur et imparfait. Et là, la question, c'est la question de la coordination en réalité entre l'Union européenne et les États. C'est la question de dire, il y a des compétences, chacun a ses compétences, mais parlons-nous d'intercompétences. Attention, Union européenne, vous allez très loin, très vite sur l'environnement, c'est très bien, mais attention, nous, États, on a un feedback dans notre société, dans nos territoires, que ça ne suit pas, que notre économie, elle n'est pas dans ce rythme-là. Elle va y venir, mais il faut un peu plus de temps. Il faut instituer un dialogue, de façon à ce que chacun ne gère pas des compétences, j'allais dire des faisceaux de compétences, mais j'allais dire des tuyaux d'orgue, mais qu'on soit dans une harmonie. Et pour qu'on joue à peu près la même partition et qu'elle soit audible. Ça s'appelle du développement durable dans ma conception du développement durable. Ce n'est pas ma conception du développement durable, c'est la conception du développement durable. Avancer sur 3 pieds. L'environnemental, parce que c'est le socle. Le social et l'économique, parce que c'est la vie des gens. Dans un contexte de gouvernance qui est celui que j'ai décrit juridiquement, qui n'est pas optimal, avec des financements qui ne sont pas infinis, mais en essayant de se parler pour éviter des pets, comme on a pu enregistré en France, mais le Brexit, on en a finalement assez peu parlé, ou un tout petit peu, c'est quand même le pet ultime, le Brexit. C'est quand même le pet d'une nation qui n'a pas une culture sociale aussi forte que la France. Donc, au plan intérieur, et ça c'est l'héritage des années Thatcher, on a un système de cohésion sociale et territoriale qui est faible, et on a le choix d'adhérer à l'Union européenne parce qu'elle est la porte ouverte de la mondialisation, de la globalisation des flux financiers, et donc je surdéveloppe Londres et Cardiff. Et à un moment donné, Londres et Cardiff, ils absorbent la richesse, mais le reste de l'Angleterre, Liverpool, Newcastle, ils se sont complètement oubliés. Et quand on donne la parole au peuple par voie référendaire, ce qu'a décidé David Cameron, le peuple prend la parole et il dit « ben non, moi, finalement, moi, j'en veux plus de l'Union européenne ». Collectivement, je n'ai pas intérêt à l'Union européenne. En tout cas, je n'ai pas la perception d'en avoir intérêt. Et là, on casse. Là, ce n'est plus une crise, c'est une cassure. Donc voilà, typiquement, moi, ce que je veux éviter pour l'Europe et pour les pays d'Europe, et je pense quand même aux amis britanniques, malgré tout, c'est qu'on arrive à des points de rupture et que cette rupture, on peut les anticiper si on parle en intercompétences, si on s'affranchit des compétences juridiques pour dire « oui, j'ai mes compétences juridiques », mais tout ça s'articule dans la vie des gens. Alors, on a une question en ligne qui, à mon avis, fait un petit peu écho à ce que tu viens de dire. Une question qui nous demande comment assurer une intégration commune de tous les citoyens européens face à des institutions produisant des normes toujours plus techniques. Autrement dit, le phénomène d'hyperinflation normative est-il compatible avec la démocratie européenne? Et donc, alors, ça renvoie à cette question du dialogue que tu viens de mentionner, à mon sens.
puisque c'est bien la question de comment est-ce qu'on fait dialoguer effectivement des sociétés vivantes avec une institution qui est une institution productrice de normes, comme tu le disais tout à l'heure, avec l'effet potentiellement très positif que ça peut être. Alors, c'est un effet positif, mais c'est un effet négatif, c'est qu'une norme qui n'est pas anticipée, expliquée, comprise, à un moment donné, elle peut être rejetée. Et donc, on est dans cette question du dialogue, de l'information, de la sensibilisation, de l'explication. Et là, il faut dire les choses très simplement. J'espère que notre échange, comme d'autres, parce qu'il y a plein de gens qui pensent comme moi et qui sont des Européens, mais moi, je suis aussi français et respectueux aussi de mon héritage et j'essaye de trouver des points d'équilibre. Mais la difficulté, c'est de faire comprendre un large panel de gens la difficulté de ces questions-là, leur complexité, et de faire en sorte que l'Union européenne ne soit pas quelque chose d'éthéré. Pour l'instant, l'Union européenne est quelque chose d'éthéré. Et là, les médias ont une responsabilité par rapport à cela. La seule émission chaque semaine qui parle de l'Europe, c'est voilà, question d'Europe, c'est la faute à l'Europe. C'est pas beaucoup, c'est pas très long, c'est intéressant souvent, c'est enflammé, mais ça génère un effet de bord, c'est que il faut parler de l'Europe, il faut l'affirmer dans le paysage, donc on en parle positivement, toujours positivement, et on n'est pas tellement dans la nuance, ou difficilement dans la nuance. Donc moi, je suis pour le développement d'espaces de dialogue, de formation, y compris sur le plan médiatique, pour parler de l'Europe, mais de façon à la fois positive, bienveillante, dans le respect des traditions nationales, et ce n'est pas rien, parlant d'où je suis, c'est-à-dire d'un Français attaché à son pays et à ses traditions, mais de manière à la fois bienveillante et nuancée, ce qui manque drastiquement à notre débat public européen pour ce qu'il est, et même national aujourd'hui. Et puis ensuite, il y a des institutions européennes, il y a le Parlement européen. Le Parlement européen, c'est des représentants élus par les peuples européens qui forment, je pense, un peuple européen, en tout cas qui ont une représentation européenne. Sans être désobligeant, mais enfin, les parlementaires européens qui ont beaucoup à faire, parce que c'est beaucoup de travail, un parlementaire européen, c'est beaucoup de travail en commission qu'on ne voit pas, et puis après on voit des prises de parole très rapides dans une assemblée de 800 membres, mais c'est un très gros travail, à Bruxelles ou à Strasbourg, souvent à Bruxelles, mais souvent aussi à Strasbourg, au moins une fois par mois. Eh bien, ces parlementaires, ils sont un peu loin de ceux qui ont voté pour eux. Mais c'est qui ceux qui ont voté pour eux? C'est des listes nationales. Souvent, les listes ne sont pas territorialisées. Ce n'est pas comme un député national qui a une circonscription, qui a un ancrage territorial, sur lequel il veille plus ou moins. Maintenant, avec la fin du cumul des mandats, plutôt moins que plus. Et puis, une fois de temps en temps, tous les 5 ans, parce qu'il y a l'élection, on se réveille en disant « voilà ce que j'ai fait, je reviens vers vous ». Mais il y a besoin d'une formation continue de l'Europe. Et donc d'un investissement continu des médias, des représentants élus du Parlement européen, et puis de toutes les bonnes volontés, mais si possible des parlementaires élus, pour dire, voilà, ce qu'est l'Europe, ce qu'est mon travail, les difficultés qu'on rencontre, faire cette explication, cette pédagogie, cette andragogie en réalité, à des peuples adultes, éduqués, pour dire ce qu'est l'Europe. Et ça, on en manque énormément. La France, je trouve, depuis quelque temps, essaye de parler de plus en plus d'Europe, essaye d'être en avant-poste de l'Europe. Donc je pense que c'est un pays qui a un terreau positif pour le fait de parler d'Europe. Mais je trouve qu'on est encore loin du compte. Et moi, je comprends l'incompréhension de beaucoup de mes concitoyens. Parce que c'est des questions, ça ne tombe pas sous le sens. Et pour rentrer dedans, sans prétendre nécessairement avoir fait des études de droit communautaire ou européen, il faut un tout petit bagage pour comprendre ce que c'est. Législation ordinaire, législation spéciale, unanimité, majorité qualifiée. Ça ne coule pas de source. L'organisation européenne, revenons à des choses maintenant basiques pour finalement terminer notre entretien, mais des choses simples. Mais on se dit l'Union européenne, c'est une sorte d'État, c'est une sorte de gouvernement. Il y a un président ou une présidente au sommet, puis un gouvernement, et puis ça percole. Non, ça ne fonctionne pas exactement comme ça. Et ça, il faut l'expliquer aux gens. Ouais. Alors, je pense effectivement, par exemple, sur le Parlement européen, qui a quand même plus de pouvoir qu'il n'en avait auparavant, le Parlement européen est sans doute assez invisible de la part des citoyens français. Par exemple, son rôle, ses fonctions, son fonctionnement, la façon dont il interagit avec la Commission, etc., est à mon avis assez mal connu. On a une autre question en ligne qui nous dit « Dans un monde aussi imprévisible, le design des systèmes de gouvernance actuels, que ce soit le système européen, mais aussi gouvernemental, régional, communal, ne sont-ils pas absolument inadaptés aux crises futures ?» Donc là, je retombe un peu sur la première question sur laquelle on a démarré notre discussion, mais en élargissant un petit peu au-delà des institutions européennes, est-ce que finalement,
selon toi, selon la vision que tu en as, ce n'est pas l'ensemble de l'architecture institutionnelle qui nous régit avec ses différentes strates et leurs relations parfois un peu compliquées, qui serait à revoir au regard des grands enjeux qui sont face à nous. Bon, on revient à des questions en échelle plus proche de nous. On était beaucoup sur la pliure États-membres, Union européenne. On revient maintenant dans l'implicite du millefeuille territorial, spécialement cher à la France, mais quoique, il y a beaucoup de pays européens où la construction administrative interne est aussi assez compliquée et impénétrable. Alors, sur le niveau européen, j'ai dit ce que j'avais à dire. Il faut faire avec. Et je crains que sur le niveau national, j'en arrive à la même conclusion. Il faut faire avec. Et c'est lourd et c'est pas satisfaisant pour l'esprit. On aimerait bien un système chapsalien, celui issu de la Révolution française, avec une percolation de la décision publique de l'État central jacobin, qui est relayé par les préfets de l'an 8, et décliné par les maires. Voilà, cette espèce de lisibilité qu'on a tous en tête implicitement français. Ça fait partie de notre matrice de fonctionnement en réalité, historique. C'est comme Vidal de la Blache, ça. Ça fait partie de nos fondamentaux. Mais pour le coup, le monde a changé depuis 200 ans. Et puis, ce qu'on s'est dit au niveau de l'Europe pour prendre en charge des questions qui nous connectent avec l'économie monde, cher à Fernand Braudel, eh ben, ça vaut aussi au niveau communal. Et les communes, elles ne peuvent plus porter tout l'investissement public. Faire une ligne de tram pour une commune, ça n'a aucun sens. Ça a le sens dans une métropole ou une interco, quand il faut relier 5 communes vers la gare qui vous monte vers un hub. Et donc, il faut travailler ensemble. Et donc, il faut faire de l'intercommunalité. Et donc, ça institue un nouveau niveau de définition. Heureusement, celui-là, il n'est pas très loin des gens. Et les maires sont très présents dans les instances de gouvernance. Et donc, ça tient la route vis-à-vis des électeurs au niveau local. C'est sans doute aussi pour ça qu'il y a une certaine confiance dans l'élu local qui est le maire. Parce qu'il est assez proche des gens et il tient encore son intercommunalité. Il y a la question des départements et des régions. Question difficile en France. Sur cette fois-ci la barre intermédiaire de ce que j'appellerais notre échelle des pouvoirs, j'écris beaucoup là-dessus, cette difficulté d'articulation entre les deux. Des départements qui sont, pour faire court, dans le champ du social, pas que, ils sont aussi sur l'éducation, le collège, la culture, enfin, ils sont beaucoup dans le champ du social, c'est quand même la marque des départements français, c'est le relais d'État-providence en réalité, le département, et puis des régions qui sont plutôt sur l'action économique et environnementale, ils sont à la mettre des schémas régionaux pour la cohésion écologique, pour l'égalité des territoires, etc. Et ces deux niveaux-là parlent mal entre eux. Parlent mal entre eux parce que pour le coup, l'un ne découle pas de l'autre. On a deux systèmes politiques différents, avec parfois des orientations politiques, politiciennes différentes, mais institutionnellement, qui ne fonctionnent pas entre eux. Et donc, ça peut donner l'impression d'une forme d'absence de dialogue. Il y a absence de dialogue en réalité. Je pense que s'il y avait quelque chose à faire évoluer pour faciliter les interactions, ça serait entre le niveau départemental et régional qu'il faudrait agir. C'est l'occasion d'une autre table ronde pour le coup, mais je pense qu'on a loupé quelque chose en ne facilitant pas, on va dire, une relation organique entre département et région. Parce que ça, c'est perçu par les gens concrètement, et c'est très concret, c'est du développement durable de proximité. Si celui qui pense environnement, économie ne parle pas avec celui qui pense social, à un moment donné, ça ne va pas le faire. Et ce qui peut se passer, c'est que le département, il reprend sans le dire des compétences un peu économiques et environnementales, surtout économiques. Il joue de la proximité. C'est ce qui se passe dans beaucoup de départements qui en ont les moyens financiers. Et puis, il peut se passer aussi que des régions disent « Écoutez, moi, je fais l'impasse avec les départements, je n'arrive pas à travailler avec vous. » Chacun travaille dans son jardin. Et ce n'est pas optimum pour la vie des gens. En t'écoutant, j'ai l'impression que tu insistes beaucoup, d'une part, sur le fait qu'on ne change pas d'institution comme ça du jour sur le lendemain, ce qui me paraît effectivement assez sage. Donc, il faut faire avec les institutions existantes, mais qu'il faut aussi réussir à les transformer. Et que notamment, pour réussir à les transformer, il y a tout un champ à inventer ou à réinvestir qui est celui du dialogue entre ces différents niveaux institutionnels. Alors, je fais le pont avec ce que tu disais aussi tout à l'heure sur l'articulation finalement entre des projets d'assez long terme sur la transformation, par exemple, écologique de l'Europe, et puis l'articulation avec des enjeux de très court terme, qui sont ceux aussi qui concernent la vie concrète des gens. Et j'aimerais t'interroger un peu pour finir sur la place que tu penses que la prospective peut jouer justement dans cette capacité à faire dialoguer des niveaux institutionnels différents, notamment à les faire dialoguer sur l'articulation entre les temps, entre les différentes temporalités,
qui doivent être présentes dans l'élaboration des politiques publiques et dans leur mise en œuvre. Donc, est-ce que tu penses, de ce point de vue-là, que la prospective peut avoir un rôle à jouer? Tu publies bientôt un article sur ce sujet-là, dont tu peux peut-être nous dire un mot. Quel est le rôle que la prospective peut jouer, et puis quel est le rôle que tu lui vois prendre aujourd'hui, notamment au sein des institutions européennes, et puis comment est-ce que cette prospective pourrait éventuellement être renforcée? François, cette conclusion, enfin, disons, cette question finale renvoie au pourquoi de cet entretien, de cette conversation d'avenir entre toi et moi. Oui, c'est pour ça que je suis aussi ici avec toi à Futurible, parce que je crois dans ta mission avec Futurible International, avec tes conseillers scientifiques et puis tes partenaires, d'être un espace de dialogue et de partager, j'allais dire, à bâton rompu, avec nuance, avec un peu de temps, sur tous ces enjeux-là, qui ne se satisfont pas de développement en 30 secondes en réalité. Donc je crois au dialogue et je crois que Futurible est un espace de dialogue intéressant et c'est pour ça que je t'ai rencontré, c'est pour ça qu'on a commencé à travailler ensemble depuis maintenant plusieurs années avec d'autres collègues. Maintenant, ce que je crois aussi, c'est que ce dialogue, on l'a dit, il doit percoler dans l'opinion publique, mais il faut à un moment donné que la puissance publique s'empare de cela et essaye d'organiser cette coordination, ce dialogue un peu souple entre niveaux institutionnels. Et là, je reviens sur ma question Europe-État. Je laisse pour aujourd'hui, en tout cas, les questions territoriales. Moi, je crois, et c'est l'objet de l'article que tu évoques, qui sera bientôt publié, là, mi-février, qu'il y a un déficit de prospective publique. Je crois que l'État s'est désinvesti de questions d'avenir. Et ces questions d'avenir, ce n'est pas simplement d'articuler des législations, de les transcrire, de les mettre en œuvre, c'est de penser l'avenir et de se mettre en anticipation des coûts à venir. Pacte vert, ça veut dire quoi? Oui, c'est bien dans le principe, mais quelle évaluation exemptée je vais faire du pacte vert? Quelle implication ça va avoir? Il faut que j'en parle à l'intérieur, avec mes différents ministères, éventuellement avec les différentes strates de collectivités qui vont les mettre en œuvre. Il faut que j'en parle éventuellement avec l'Europe en disant attention, c'est intéressant, mais nous, on a un feedback à vous faire remonter. Là, on a une difficulté. Il faut peut-être lever le pied, avancer sur d'autres choses, réguler, pour finalement toucher à l'objectif, mais de façon peut-être plus progressive, plus raisonnée. Et donc, je crois beaucoup que la France, et ça peut être le travail de services de prospective, il en existe encore en France, en tout cas dans le titre, serait l'espace de dialogue pour poser les problèmes de long terme, dire qu'il faut avancer, mais avec nuance, avec prudence, et pour essayer de trouver des articulations à l'intérieur de la sphère étatique. Ce n'est pas rien. Tous les ministères n'ont pas toujours la même vue sur les choses à faire avec les différentes strates, et ensuite en intercommunautaire. Donc, pour répondre à la question qui renvoie à mon système déséquilibré, non, on n'est plus dans le tout national, non, on n'est pas dans le tout fédéral, je pense qu'il faut trouver des espaces de dialogue qui gèrent à la fois une vision européenne, la Commission a une responsabilité, et des visions nationales. Et qu'on ait un fonctionnement en réseau, en réalité, des services ou des gens de bonne volonté qui veulent travailler sur ces questions de prospective pour qu'ils déjà se rencontrent, travaillent ensemble et structurent leur réseau interne, de façon à ce qu'on structure cet espace de dialogue. Donc, tout ne viendra pas de l'Union européenne. Elle n'a pas la voix au chapitre sur tout un tas de compétences. Tout ne viendra pas des États. Ils n'ont plus la compétence et plus la légitimité de tout dire. Il faut faire des mixtes. Il faut fonctionner en réseau. Et l'idée un peu, qui est une idée modeste, une sorte de recommandation de l'issue de cette conversation d'avenir, c'est de remonter en puissance nos services en charge de la prospective et de la stratégie en France. Et une fois qu'on a remonté en puissance ces services, faire en sorte qu'ils travaillent en réseau à l'échelle interministérielle, puis à l'échelle européenne, pour que, in fine, la Commission, elle puisse travailler avec des États dans un espace non politique, dans un espace réflexif, pour voir venir les coûts, pour anticiper et pour intégrer dans les politiques cette vision long terme. Donc là, c'est un espace de dialogue un peu en retrait, un peu discret, mais qui apporte des visions structurantes sur l'Union européenne. Donc ce n'est pas une vision de technocrate, ça. C'est une vision de faire fonctionner les rouages et de ne pas rester sur des incantations, mais arriver sur des choses qui fonctionnent. C'est là où le juriste et l'ingénieur se rejoignent. Voilà, donner des perspectives et faire en sorte que les mécanos fonctionnent. Alors,
Par rapport à ça, une toute petite réaction, parce que ici, on ne peut effectivement qu'être d'accord avec toi sur l'utilité et l'intérêt de développer ces services de prospective, de créer ce dialogue entre eux, voire ces espaces de réseau. Ensuite, il y a aussi une difficulté, c'est que si jamais on considère que ces services de prospective sont dans le domaine uniquement réflexif, mais qu'ils doivent orienter l'action, si jamais ils n'ont pas d'ancrage institutionnel, s'ils ne sont pas inclus en quelque sorte dans les dispositifs de prise de décision, eh bien, finalement, on s'aperçoit qu'on crée ces services de prospective quand on en a besoin, et puis on les coupe du jour au lendemain. Et donc, il y a une forme d'irrégularité dans le développement de la prospective qui peut parfois aussi être assez dérangeante. Et donc, il y a toute cette question aussi de l'institutionnalisation de ces fonctions prospectives, alors effectivement au niveau national, mais également au niveau européen, et puis dans les interactions. Et ça, c'est une question qui nous semble également importante. Ah oui, rien ne se fait sans les hommes, mais rien n'est durable sans les institutions. À un moment donné, il faut graver dans le marbre ces choses-là. Mais au-delà du droit et de ce qui existe en droit, on a en France un commissariat général à la stratégie et à la prospective, formellement, qui est l'héritier de l'ancien commissariat général au plan, celui de Jean Monnet. Mais pour le coup, il existe en droit. Après, il y a le droit, et puis il faut faire vivre le droit. Donc après, il faut incarner cela, il faut mettre l'énergie qu'il faut, la bonne volonté qu'il faut, parce que c'est plus facile à dire qu'à faire, de construire un réseau à l'échelle déjà interministérielle, puis à l'échelle européenne a fortiori. Mais a priori, ça fait partie des compétences du Premier ministre. C'est un service du Premier ministre, le commissariat général de la stratégie et la prospective. Et donc, c'est une volonté politique du Premier ministre de donner le poids qu'il faut à ce service-là pour travailler en interne et de trouver ensuite les relais, on va dire, techniques et administratifs pour que tout ça aille dans le bon sens. Donc, les outils, les tuyaux existent. Après, il faut les faire vivre. C'est une question de volonté politique, c'est une question d'énergie, c'est une question de conviction, et de croire que l'État ne vaut que s'il s'ancre dans le long terme. Et si l'État ne s'ancre pas dans le long terme, les pouvoirs publics en général, les collectivités, l'État et l'Europe, ne parviennent pas à s'ancrer dans un dialogue de long terme et à structurer des politiques qui ont du sens, mais qui ont aussi des articulations qui fonctionnent concrètement, parce que c'est ce que les gens perçoivent. Si on n'arrive pas à s'ancrer dans ce long terme, c'est la fin de l'État. Robin, merci beaucoup. Je crois qu'on peut s'arrêter sur cette mention. Rappelez aussi que dans les institutions qui font de la prospective, on a aussi le haut commissaire au plan et à la prospective, qu'à l'échelle de l'Union européenne, on a maintenant un commissaire à la prospective. Donc finalement, cette incitation que tu nous fais au dialogue prospectif et à son inclusion dans les mécanismes institutionnels à la fois européens et nationaux, on peut considérer qu'a priori, les choses peuvent être relativement bien parties, en tout cas en affichage, et qu'il faut effectivement les faire vivre. Romain, merci beaucoup. Et merci, puis, j'espère qu'on aura d'autres occasions de parler d'Europe d'une part, et d'autre part de te recevoir ici, notamment sur les questions territoriales.